Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Vous savez, mais avant, je remercie toujours tous ceux qui participent dans les commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Je vous demande d'écouter attentivement s'il vous plaît. Et surtout, dites l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Dites d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et voilà. Première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour aux abonnés et à ceux qui ne se sont pas encore fait abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci. Je vis à Libreville au Gabon. J'étais un peu plus jeune, hein, j'avais 14 ans, 15 ans on va dire ça à l'époque. Je suis allé acheter une bague chez un Libanais, et cette bague était à la tendance à l'époque. Oui, c'était tendance vraiment, une bague vraiment, tout le monde avait ça. On portait deux, on portait même trois, c'était tendance quoi. Et cette bague coûtait moins cher, c'était 100 francs seulement. Il y avait les bleus, il y avait les rouges, il y avait les jaunes. J'ai acheté cette bague, après 1 heure, je remarque que je chauffe. Un palu vraiment intense quoi. Et ma mère étant infirmière, elle n'a même pas cherché à comprendre, elle a placé la perfusion. Et moi j'avais la phobie des aigus quoi, je n'aimais pas ça. Elle m'a placé la perfusion et j'ai dormi au salon sur le canapé. À 24h, 1h du matin, je remarque que je ne suis plus dans mon corps. Ouais, je dis la vérité, je ne mens pas. Je remarque que je ne suis plus dans mon corps. Je suis maintenant au milieu du salon, au salon là. Et les meubles bougeaient seuls. Ça dansait seul, les verres, les tasses, les cuillères dansaient seuls. Ça volait. Le sol bougeait. Le plafond bougeait. Non, c'était tellement bizarre. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens, des femmes et des hommes avec des costumes noirs, des mouchoirs rouges qui m'entouraient et qui se moquaient de moi avec un sourire vraiment bizarre. Ah ah ah, ils souriaient, ils m'entouraient. Des femmes et des hommes bien coiffés, bien habillés, propres. Ils étaient autour de moi. J'ai pris peur, je me suis réveillé. J'ai enlevé les perfusions. J'ai couru dans tout le quartier. Et je remarque à ma grande surprise que 2 personnes me suivaient en courant avec des costumes. Ces personnes me poursuivaient. Et ils ont même pris le visage de mon père et ma mère. J'ai couru, j'ai pris peur, j'ai dit non, je ne m'arrête pas, c'est pas mon père et ma mère. Jamais. J'ai couru. Non, une course terrible. J'ai sauté les barrières. J'ai traversé même un petit pont bizarre, cassé. En bas là, il y avait une rivière, une petite rivière. J'ai sauté les barrières, j'ai couru. Après, je me suis caché dans une maison inachevée. Ouais, une maison inachevée, je me suis caché là. Et à ma grande surprise, ils ont disparu comme ça. J'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit, on va aller voir un pasteur, on va prier et tout. Après, boum, c'est passé. Après une semaine, je suis allé puiser de l'eau avec des potes. On était là, on bavardait. Ça racontait. Je vois un cordonnier passer qui a attiré mon attention. Il passait. Il a fait le bruit avec le ciseau là. Clac, clac, le ciseau des cordonniers là. Je ne sais pas si c'est un tailleur ou un cordonnier. Une fois qu'il a fait ce bruit là, j'ai entendu ce bruit. Non, non, non. Ma tête chauffait. Ma tête chauffait. Je me sentais pas bien. J'étais bizarre. J'ai couru, je me sentais pas bien. Je courais et je criais au nom de Jésus plusieurs fois. Au nom de Jésus. Les amis disaient même, mais c'est quoi? Tu es devenu fou? Il y a quel problème, Annie? Reviens ici. J'ai crié au nom de Jésus plusieurs fois. Parce que les parents nous amenaient à l'église. À l'école du dimanche. À l'église Mont-Carmel, à l'école du dimanche. J'ai crié au nom de Jésus plusieurs fois. Après, je me suis caché dans une maison, dans un couloir inachevé là. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. J'ai crié toujours au nom de Jésus. Et j'ai vu une grosse lumière qui m'est apparue. Là, je ne peux pas vous mentir, je ne mens pas.
j'ai vu une grosse lumière toute blanche. Cette lumière toute blanche, un blanc qu'on ne peut même pas voir sur terre. Il n'y a pas ce blanc ici, là. Même le ciel n'était, même le soleil n'était pas blanc comme ça. Même le soleil n'était pas blanc comme ça, là. J'ai vu un blanc bizarre, vraiment tout blanc. Je n'arrive même pas bien voir à l'intérieur. Ça brillait tellement. Et j'ai regardé le soleil là, la grosse lumière là. Et la maladie elle a disparu du coup. Du coup, ça a disparu. Je me sentais maintenant bien. Après la lumière a disparu, ce pian. Comme ça, pian, ça a disparu. Je me suis levé avec des larmes aux yeux. Je suis allé plusieurs mois, on m'a posé des questions. Mais c'est comment t'as vu courir? J'ai dit non, il n'y a rien, ça va. Ça va. Après un mois, je suis allé dormir. Voilà. Je me réveille comme ça. Je vois le sang autour de mon cou, du sang. Je dis, ah, ça c'est quoi? J'ai appelé les parents, on a crié, oh, c'est comment le sang autour de ton cou? Oh, il y a le sang. Une trace avec le sang autour de mon cou. Une personne m'a greffé autour de mon cou. J'avais le sang. Après, on voit maintenant un serpent avec plusieurs couleurs au corps, comme un arc-en-ciel qui passait. Et ce serpent, il était vraiment court, hein? Il n'était pas long. Il avait une couronne à la tête, avec on appelle ça comment? Une couronne à la tête. Voilà, une couronne à la tête, avec des diamants, rouge, bleu, orange. Je me rappelle, les diamants étaient rouge, bleu, orange, un truc comme ça. Ce serpent me regardait et rampait. Il me regarde, il rampe. J'ai appelé les voisins avec la peur. J'ai couru dans tout le quartier. On lançait les cailloux, rien. Les cailloux ne le faisaient rien. Les cailloux le traversaient même. On lançait les cailloux le traversent. Après, il a vu un cours d'eau. Il est rentré dans l'eau. Il a disparu. On ne le cherchait, rien. Jusqu'à présent, là, je ne faisais même plus bien l'école. Hein. Je ne faisais plus bien l'école. Je ne comprenais même plus rien à l'école. Rien du tout. Je partais à l'école en vain. Accompagner seulement les amis. Jusqu'à présent, là, je vais m'arrêter l'école. Je me débrouille. Je fais un petit, on appelle ça les petits bricoles par-ci, par-là. Pour me, voilà. Jusqu'à présent, là, rien ne va. C'est ça, quoi. Merci. C'est ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Oui, j'ai encore une petite histoire à raconter. Bon, excusez-moi si je raconte beaucoup d'histoires. Cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère dans son village à Saint-Melima. Dit que ça faisait depuis à l'époque quand ma grand-mère était même encore jeune fille. Bon, que dans une famille, il y avait le papa et la maman. Bon, le papa, quand leur papa décédait, il avait laissé quelque chose qui devait aider la famille de tout un chacun. Voilà donc, le papa, lui, il avait donc, je ne sais pas comment je peux appeler ça, de lui donc ça n'a pas été que dans 1 ou 2 ans, il peut, bon, je ne sais pas s'il peut dire qu'il meurt, il se couche sur le lit pendant 1 mois sans bouger, rien faire. Il est couché là sur le lit pendant 1 mois. Quand il revient de là, tout va bien, les choses évoluent dans sa famille. Comme ça, donc, le papa l'avait envoyé son garçon en Europe. Il a envoyé son fils en Europe. Quand il a envoyé son fils en Europe, donc, il était au village avec sa femme. Le fils était en Europe, ça allait, tout allait bien, tout. Les choses allaient, il a fait partie de ses frères, ses soeurs. Mais il avait dit à son fils que si un jour, on te dit que je suis mort, regarde d'abord si je suis bien coiffée. Si tu me vois bien coiffée, sache que oui, effectivement, je suis mort. Parce que papa gardait toujours les cheveux. Voilà donc, un jour, le père commence à faire des problèmes avec sa femme.
font les problèmes. La femme lui dit, ok, c'est ce que tu me fais, je vais te montrer. La femme lui dit que ma grand-mère me dit que sa femme l'avait répété ça 3 fois. Je vais te montrer, je vais te montrer, je vais te montrer. Les problèmes sont finis, ils ont arrangé. Donc la femme avait toujours ça dans son cœur. La femme gardait à son mari dans son cœur que non, moi je vais te montrer. Voilà, donc la période arrive encore. Son mari, pas encore. Donc quand il partait comme ça, sa femme disait aux gens qu'il a voyagé, mais il est couché dans la chambre. Ben, ce n'est que sa femme et son fils qui connaissent, donc ils savent qu'il est là-bas dedans. Voilà, il part encore, il se couche encore, il part encore. Voilà comment sa maman, c'est comment, voilà, donc comme ça que sa maman, quand le papa part encore se coucher, soit il mourait, soit, moi je ne connais pas trop. La maman commence donc à pleurer. Oh, mon mari est décédé, mon mari est décédé, oh, mon mari est décédé. Les gens sortent de part et d'autre, lui disent non, il est décédé. On appelle son fils. Son fils demande à sa mère que papa est décédé ou il a fait ce qu'il a souvent l'habitude de faire. Il dit non, il est décédé. Il dit que, okay. Le fils pose encore la question, maman, tout le monde connaît ce que papa fait souvent. Papa est décédé, vrai, ou il a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Il dit non, il est décédé. C'est comme ça qu'on amène le corps à la morgue. On amène le corps à la morgue. Le fils quitte donc l'Europe pour venir assister au deuil de son papa. Il quitte donc avec son ami, un ami en français. Son ami, ils arrivent, comme la morgue était, on a mis le corps à Ebolova, ils arrivent à la morgue. Donc bon, ils sont arrivés dans la ville. Ils sont arrivés dans la ville, ils ont pris l'hôtel. Le type dit que non, comme nous sommes arrivés, il se fait un peu, et encore un jour, je vais aller voir le corps de mon papa à la morgue. Le type prend la voiture, il démarre pour aller voir le corps de son papa à la morgue. Bon, il n'était même pas encore monté dans la voiture, il ouvrait encore la porte, c'est comme ça que derrière lui, il était avec son ami blanc. Il voit son père. Son père secoue la tête. Son père lui dit que tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça, n'est-ce pas? Moi, je me suis sacrifiée. Je ne pouvais pas vivre ma jeunesse étant jeune parce que je ne pouvais pas vivre ma richesse étant jeune parce que je me suis sacrifiée. Que mes enfants vont vivre cette richesse. Je pars chaque fois par an pendant 1 mois pour aller te travailler l'argent que toi, tu utilises. Tu as accepté à ce que ta maman me fasse ce qu'elle m'a fait. Ok. Le type s'est assis dans sa voiture. Le type ne savait pas que son ami blanc avait tout vu. Et avait aussi tout compris. Son ami lui dit que ton papa t'avait dit quoi? Il dit, mais donc toi aussi tu as vu ça? Il dit, oui, j'ai vu ton papa. Il dit que ton papa t'avait dit quoi avant de mourir? Il dit que mon papa m'avait dit que quand il va mourir, je dois d'abord regarder s'il est bien coiffé. Si je constate qu'il est bien coiffé, là, je saurais que papa est vraiment décédé. Quand il est arrivé à la morgue, il a couvert son papa avec les cheveux, comme son papa avait souvent, les ongles, tout. Il a commencé à pleurer, il est parti au village. Il a dit à sa mère que pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. La femme n'avait plus rien à dire. Donc, comme tellement là, c'était la colère, la colère des femmes. La femme n'avait plus rien à dire. Le père, le dé, on a enterré. Quand on a enterré, il voulait rentrer. C'est là où son ami blanc lui dit que si tu prends l'avion, tu vas mourir. Tu ne peux plus aller en Europe. Tu ne peux plus aller en Europe. Tu vas finir ici. Ni toi, ni tes sœurs, personne ne peut plus voyager. Votre papa s'est fâché et il a tout gâté. Personne ne peut plus voyager. Mais alors que je te parle, votre papa n'est pas parti. Il est toujours dans votre maison avec vous. Il est toujours dans votre maison avec vous. Donc, ma grand-mère me raconte qu'à l'époque, c'était le genre que quand tu passes vers leur côté, très tôt le matin, tu vas voir le papa là assis dehors. Les voitures, dans les voitures du village qui passent très tôt le matin, là, qui passaient souvent très tôt le matin. Jusqu'à maintenant, ça passe encore. Tu passes, il y avait les gens qui le voyaient. Parfois, il est assis sur sa tombe, parfois, il est assis sur la véranda. Il est là-bas avec ses enfants et sa femme. Tous sont rentrés en Europe. Jusqu'à maintenant, je vois même son fils. Son fils, maintenant, il est déjà un papa âgé aussi, il est un grand-père. Il est là-bas, le genre que non,
Il boit le vin du village, donc il était devenu soudain donc un vieux papa, grand-père Soula, quoi. C'est comme ça que la richesse était finie. Mais les gens disent que jusqu'à maintenant, le papa est encore toujours dans la maison où il est à mort, vrai, parce que même sa femme était décédée. Sa femme était décédée 3 ans après, c'est ce que ma grand-mère m'avait raconté. Bon, merci DMG. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMGTV. Une fois encore, je te dis merci, je dis merci à tout le monde. Mon nom est Quentin. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je vous ai raconté l'histoire que j'avais vécue en rêve, et puis bon, que ça s'est réalisé le lendemain, précisément le lendemain, et ça s'est passé un samedi nuit. Et le lendemain, dimanche, on est allé cueillir des mangues, et puis bon, ça s'est réalisé. Encore, je suis là encore pour raconter une autre histoire que ma grand-mère m'a racontée quand j'avais aux environs de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Je me rappelle très bien, genre comme si c'était aujourd'hui. Et c'est un truc qui s'est passé, c'est une histoire réelle. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, vers le côté des Agnis, des Agnis de Bongouanou. Le village, le nom du village, c'est Anmamba. Donc ça s'est passé que il y avait une dame qui avait fait des enfants. Elle avait fait 10 enfants. Comme avant, vous connaissez nos parents africains, elles font beaucoup d'enfants. Elle avait fait des enfants et le mari aussi était un planteur. Donc, au fur et à mesure, ces enfants-là allaient à l'école. Ça s'est trouvé que tous ces enfants-là avaient réussi dans les études. Et le monsieur en question qui a fait les enfants avec la dame, lui n'était pas vraiment informé que la dame, sa femme était une sorcière. Donc les enfants ont réussi, tout allait bien. Et subitement, le monsieur est allé au champ et puis un serpent l'a mordu, l'a piqué. On n'a pas vu le serpent, le monsieur a crié, ils ont envoyé le monsieur au village. Et puis comme ça, le monsieur est resté dans ça, il est décédé. Donc comme les enfants étaient bien placés, ils sont venus organiser cérémonie de l'enterrement, tout ça, et puis ça s'est bien passé. Après ça, les enfants se sont dispatchés, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés. Ils sont rentrés. Certains travaillaient à Yamoussoukro pour le gouvernement, certains travaillaient à Daloa pour le gouvernement, certains travaillaient à Bouaké. Il y avait seulement deux. Une qui était docteur et puis l'autre était ingénieur en agronome qui était à Abidjan. Sinon le reste était dispatché dans la Côte d'Ivoire tout entière. Et il y a eu une autre encore qui était à Ara, aussi un des chefs-lieux aussi de la région. Et aussi, comme ça, les enfants étaient là chaque année. Ils ont remarqué après la mort de leur papa, chaque année, on ne sait pas ce qui se passe. Les hauts gradés, les hauts placés, les hauts cadres, chaque année, il y a un d'entre eux. Soudainement, tu peux avoir au moins un mot de tête, et puis bon, il meurt. Ils vont l'enterrer, ils vont envoyer, ils vont dire, ah, les condoléances, c'est comme ça rentré ici. Bon, les gens acceptent la mort, on considère que c'est Dieu qui décide. Donc, au fur et à mesure, souvent, ils peuvent attendre après 2 ans, un autre meurt.
Elle a fait 10 enfants, je vous avais dit au début. Donc, les enfants sont morts jusqu'à il restait 3. Les 3 autres, l'autre était docteur, une dame, et puis l'autre aussi était comment on appelle ça, ingénieur en agronome. C'est les 2 qui restaient. Sinon, celui qui était ministre, celui qui était les autres qui travaillaient pour le gouvernement, eux tous sont morts. Et aussi le dernier, lui, ils ont décidé à ce que lui reste là pour s'occuper de leur maman. Donc lui, il était comme planteur, il était au village. Et puis les biens que eux, ils envoient, c'est lui qui gère les biens. Donc il était bien traité, tout ce qu'il voulait, on lui donnait. Donc il n'avait pas envie, il n'enviait personne. Et c'est comme ça, ils ont tenté de tuer les deux docteurs, la fille qui est docteur et puis l'ingénieur en agronome. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc maintenant, ils ont mis les yeux sur le petit qui restait au village. Donc il fallait qu'elle donne quelqu'un parce qu'elle doit monter des grades parce qu'elle est la reine, la princesse dans les confréries. Et c'est comme ça, le monsieur, avant d'aller au champ, le jeune homme qui était resté avec sa maman, chaque jour quand il va au champ, il y a une cour à côté de leur cour qui traverse. C'est-à-dire qu'ils sont un peu cousins éloignés. Sa maman avec le monsieur qui était là, ils sont un peu cousins éloignés, comme les villages, tout le monde est chose, les parents. Alors c'est comme ça, le monsieur traverse la cour, le jeune homme traverse la cour. À chaque fois, il voit le monsieur, il va dire: ah, papa, bonjour, papa, bonsoir, papa, bon après-midi. C'est-à-dire qu'il le salue avec respect. Et le jeune homme, il faisait les bandis là, c'est-à-dire que les boissons traditionnelles là qu'on fait avec le palmier à huile là. Donc il faisait ça. Et un jour, le vieux qui était assis là, il voit le petit, il dit: ah mon fils, je ne sais pas que tu faisais bangui, que moi j'aime bien le bangui. Donc si tu fais, je ne sais pas pourquoi quand tu passes, tu ne me donnes pas aussi. Ça, le petit a dit que papa, je ne savais pas parce que je ne t'ai jamais vu boire. Quand vous partez même à la réunion, quand vous venez même chez ma maman, on sait boisson, je ne t'ai jamais vu boire. C'est pourquoi je ne te propose pas. Sinon que bandit, je ne fais rien avec moi, je vends et puis ce qui est là, moi je bois un peu. Et puis, comme c'est comme ça, chaque soir, je te promets, chaque soir, je t'envoie 2 litres de bandit. Chaque soir. Considère que c'est déjà fait. Donc chaque soir, le jeune homme envoyait bandit. Donc comme je vous disais auparavant, ils ont essayé de tuer les 2 autres frères. Les 2 autres frères parce qu'une fille et un garçon qu'on devrait tuer, ils n'ont pas pu parce que peut-être qu'à cause de leur religion où ils partaient, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Donc il restait le petit qu'ils ont mis les yeux sur lui. Donc maintenant, ils ont programmé ça jusqu'en décembre pour qu'on le tue. En ce moment, quand le vieux lui disait qu'il boit Bangui, tout ça, il a promis au vieux d'envoyer Bangui 2 litres de Bangui chaque jour. C'était aux environs de juin. Et c'était en décembre, les gens là l'avaient programmé, sa maman, et parce qu'elle est la reine dans leur confrérie. Donc c'est comme ça. Le jeune homme, chaque soir, il envoie les 2 litres de bandit au vieux. Chaque soir, il envoie les 2 litres de bandit. Jusqu'en... le vieux, vraiment que le vieux ne buvait pas de bandit. Il avait un grand bidon derrière. C'est-à-dire que les grands bidons qu'on met pour extraire l'eau au village, pour garder. Quand il y a la saison de pluie, on extrait l'eau et puis on garde quand il y a la saison sèche, on prend ça pour pouvoir s'occuper des ménages. Donc le vieux prenait bandit que le petit lui l'envoyait, il partait renverser. Chaque soir quand le fils, le jeune l'envoie, il va derrière, il renverse. Il avait payé ça spécialement, il voulait tenter le petit. Donc il a fait ça jusqu'à ils sont rentrés
dans le début du mois de décembre. Donc, c'était programmé que ça soit en décembre, le 24 décembre. Excusez-moi, il y avait reçu un appel, donc j'ai posté ça un peu. Donc, le jeune homme donnait 2 litres de bangui au vieux et le vieux renversait derrière la maison. Il renversait dans le grand seau là. Il renversait ça à chaque fois jusqu'à ils sont rentrés dans le mois de décembre. Donc le grand bidon là était rempli. C'est 2 litres à chaque fois jusqu'à c'est rempli. Quand c'est rempli, le vieux maintenant a dit au petit que si tu vas au champ aujourd'hui, à ton retour du champ, avant que tu rentres à la maison, passe chez moi. Passe chez moi, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Le petit dit que ok, papa, tu m'as jamais parlé, je te salue, tu me réponds comme un père, mais tu m'as jamais rien dit. Aujourd'hui que tu veux me parler, je vais tout faire pour descendre, pour venir vite du champ aujourd'hui. Il dit ok mon fils. Donc le jeune homme allait au champ, il est là-bas jusqu'à quelques minutes après, il s'est rappelé. Il y avait un oiseau qui parlait comme bon. C'est quand l'oiseau parlait un jour que ma grand-mère, par rapport à ce que l'oiseau disait, qu'elle m'a raconté l'histoire. Donc, quand le petit aussi a vu que l'oiseau parlait, c'est là il s'est rappelé de ce que le vieux lui avait dit. Que bon, n'est qu'à venir qu'il a lui parlé. C'est comme ça, le petit est venu. Quand il est arrivé, on dit le vieux est sorti. Mais il a laissé commission que s'il vient, il n'est qu'à s'asseoir pour l'attendre avant de rentrer chez lui à la maison. Le petit, comme un enfant du village qui respecte, comme dans notre coutume aussi, on respecte aussi les plus grands. Même si quelqu'un est plus âgé que toi de 1 an, tu as droit d'1 an ou bien une semaine ou bien un jour même, tu as droit de lui donner le respect. Donc c'est comme ça, l'enfant s'était assis. Tout cela, le vieux veut savoir si le petit est obéissant, s'il est, il est ce que lui il pense avant de rentrer en action avec le petit. Donc, le petit s'est assis là jusqu'à au moins de 16h jusqu'à minuit. Le petit était assis là. Oh, le vieux était dans la maison. Il a dit aux enfants de lui dire qu'il n'est qu'à s'asseoir là avant même que, avant de rentrer chez lui, qu'il doit le parler d'abord. À minuit, c'est là qu'il est sorti. À minuit, c'est là le vieux maintenant est sorti de la maison. Il a vu que le petit était assis là. Il était encore assis là avec sa machette, sa daba, avec ses trucs du champ. Il somnolait même, il dormait. Et là, il est venu le trouver. Il dit, mon fils, je te demande vraiment pardon. Pardon, tu peux aller dormir demain, je vais te voir parce que j'avais un peu mal de tête. J'ai dit aux enfants de ne pas me déranger. C'est pourquoi ils ne m'ont pas appelé. Mais j'étais dedans, je dormais. Eux, ils ne savaient pas. Donc vraiment, il dit, ah papa, il n'y a pas de problème. Que comme tu m'as dit d'attendre, c'est pourquoi je suis assis là. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Voilà ton Bangui. Il a pris Bangui là, il lui a donné encore. Il dit, ah mon fils, merci beaucoup. Il a pris Bangui, le petit est parti à la maison. Donc il a fait ça pendant 3 jours. Le petit vient. Il laisse le Bangui. Il dit au petit que non, j'arrive. Quand j'aurai un peu de temps, je vais te... Oh, il est en train de organiser comment il va faire pour qu'il puisse sauver le petit. Donc c'est comme ça, il restait le 22, le 22 décembre. Donc il doit faire les sacrifices le 24 nuit.
dans le 22 matin. Il a dit au petit que, aujourd'hui là, vraiment, si tu vas au champ, tu viens, il faut venir chez moi. On a à parler. Là, le petit lui a dit que, papa, j'ai compris. Donc, il est allé. Aussi, il est revenu, mais un peu plus tôt, même vers 14h, il était déjà là. Il a dit au vieux que, je suis là. Le vieux lui dit, bon, mon fils, je t'ai étudié, j'ai essayé de tout faire pour que tu puisses te fâcher contre moi, tu puisses avoir, c'est-à-dire que des pensées, tu puisses murmurer, mais je t'ai observé pendant près de 6 mois. Tu t'es jamais plaint, c'est que tu m'as promis, même dimanche, même à cause de moi, tu vas au champ, tu vas prendre le banquier pour venir me donner. Vraiment, fais ça pendant 6 mois. Vraiment, tu es un homme que on doit aider. Bon, il dit, papa, tu es mon papa. Même si mon papa était en vie, tu as l'âge de mon papa, tu es mon papa, donc je n'ai pas de papa. Alors là, c'est toi qui es mon papa. J'ai besoin de tes conseils, j'ai besoin de ton aide. Ça veut dire qu'il faut t'asseoir. Il est là. Il a dit à son fils que va, le vieux a appelé un de ses enfants. Il lui a dit, bon, va dans la maison. Il faut regarder derrière mon lit. Il y a un panier là, il y a un petit bois. Derrière mon lit, il y a un petit panier qui est là. Il y a un bois qui est dans le panier là. Il faut envoyer le bois là. Excusez-moi, souvent ça se entrecoupe, c'est à cause des appels et puis certains trucs. Donc j'essaie de faire tout pour ne pas que je puisse oublier et puis que ça soit coupé. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des parties qui se répètent. Excusez-moi pour ça. Donc c'est comme ça, le petit allait prendre un petit bois, il est venu la donner à son papa. Le petit même ne sait pas, bois là c'est quoi. Ça il a dit, il a montré bois là au jeune homme que mon fils, tu as vu bois ça là. En sorcellerie, bois ça là, c'est plus que missile, c'est ce qu'on prend pour tuer les animaux. Maintenant, il va te donner une feuille, mets ça sur tes yeux. Je mets la feuille là sur tes yeux. Si je mets la feuille là sur tes yeux, on n'est qu'à se lever, on va s'arrêter dehors. Donc il a mis la feuille sur les yeux du jeune homme. Ils se sont arrêtés sur la route. Il dit, il faut regarder au bord du village. Tu as vu comment on appelle ça, le bœuf qui est attaché sur l'arbre à palabre. Il dit oui, je vois bœuf, le bœuf noir là. Il dit oui, que bœuf là dans la journée, ça y est là, on ne sait pas c'est pour qui qu'ils ont attaché le bœuf. Il dit non, bœuf que tu vois attaché là, c'est toi. Il dit papa, comment tu peux dire c'est que bœuf qui est attaché là, c'est qui? Il dit c'est toi. Que aujourd'hui c'est le 22, c'est demain, après demain nuit, que on doit te tuer. Et je suis le tueur, c'est moi qui tue les animaux en sorcellerie. C'est moi qui les égorge, c'est moi qui tire avec le fusil. C'est le bois que je te montre là, c'est ça qui est fusil là. C'est ça on prend pour les tuer. Et bois ça là, c'est plus dangereux que tous les fusils des militaires que tu vois là. Et ça là, si on tire quel que soit truc, personne ne peut s'en sortir. Donc je te dis ce genre de trucs là, je ne veux pas que, parce que j'ai regardé à ton cœur, de toute façon ton cœur est, il faut que on puisse t'aider, il faut qu'on puisse t'assister. C'est pourquoi je te dis tout ça là. Donc maintenant ce que tu vas faire, demain, quand tu vas aller au champ, quand tu vas venir, tu viens. Et aussi, ta maman que tu vois là, elle est la reine, c'est elle qui nous commande, nous tous dans la sorcellerie. Tant qu'elle ne vient pas, on ne fait rien. C'est elle qui prend les décisions. Parce qu'elle a donné beaucoup de ses enfants. Tous tes frères qui sont morts, avec tes soeurs,
qui sont au cadre, qui sont bien placés, elle les a donnés pour qu'elle puisse avoir plus de pouvoir. Donc maintenant, elle a essayé de prendre les 2 autres frères, mais elle n'a pas pu. On n'a pas pu, on est allé plusieurs fois, on n'a pas pu les prendre. Donc maintenant, dernière option, il faut qu'on te donne parce que c'est toi qui t'occupes d'elle, tout ça. Et aussi, tu as une valeur, mais il faut que on te donne. Que voilà ce que je vais faire pour toi. Faut prendre ta machette, la machette que tu prends, qui est ta nouvelle machette, prends ça, va aiguiser ça. Faut aiguiser que ça soit bien tranchant. Quand ça serait bien tranchant là, tu prends, tu envoies. Et puis aussi, il va te donner une feuille. Feuille là, quand tu vas dormir, tu prends la feuille, tu mâches ça. Faut mâcher ça avec quelque chose. Faut laisser et tu mets un peu d'eau. Quand l'eau serait dedans, tu prends ça, tu mets dans tes 2 yeux. Quand tu vas mettre dans tes 2 yeux et tu dors. Quand tu vas dormir, tu prends la machette, tu mets ça vers où il y a ton oreille. Et quand tu vas mettre vers où il y a ton oreille, tu vas voir la foule, tu vas voir tout ce qui va se passer. C'est le jour là on va faire la cérémonie, comment on va te tuer. Et puis maintenant, le jour là, tu vas voir nous tous, comment on va se réunir, comment on va faire pour faire notre cérémonie, on va faire la fête. Tu vas voir tout le monde. Maintenant, c'est moi qui dois tuer. Il y a tout fait pour les retarder. Parce que c'est ta maman qui vient en dernière position. Quand elle va venir, ils vont la transporter sur les têtes. Et puis elle va venir. C'est elle qui a la plus de force, celle qui a truc. Donc quand elle va venir maintenant, c'est là maintenant, quand ils vont crier, et puis ils vont tirer sur l'animal, et puis tout le monde va commencer à se lever. Donc maintenant, ce que je veux te dire, la machette qui est là, tu prends ça. Dans le rêve, tu vas voir tout ça, la machette là serait dans ta main. Tu mets ça sur ton oreille et la machette là serait dans ta main. Quand ça serait dans ta main, il va te montrer l'endroit où tu vas te cacher parce que c'est moi seul qui saurais que tu es là. Sinon, personne va savoir que tu es là. Tu es entre nous. Donc, tu serais là jusqu'à 0 heure. Quand l'heure va arriver, que tu vas voir qu'ils vont commencer à siffler. Ça veut dire que ta maman arrive. Quand elle va venir maintenant, elle va venir, ils vont la prendre, la porter, ils vont la faire venir. Quand elle va venir, quand elle va s'asseoir, en ce moment-là, le temps est arrivé à ce que je vais tirer. Quand je vais tirer sur le bœuf, il ne faut pas avoir pitié que c'est toi. Quand je vais tirer sur le bœuf, je tire pas. Quand tu entends pas, tu vas voir que les gens vont crier, vont commencer à sauter. Tu cours, tu prends la machette, tu cours. Tu cours directement. Quand tu prends la machette, tu coupes dans la cuisse du bœuf. Quand tu coupes dans la cuisse du bœuf là, tu cours. Moi, si je saurais où tu es, ils vont chercher à te poursuivre. Tu cours, tu passes dans tel endroit et tu vas te cacher dans tel endroit. Quand tu vas te cacher dans tel endroit, ils vont tourner partout, ils ne vont pas te voir. Il ne faut pas attendre que matin arrive. Quand à 4 h du matin, tu te lèves, tu t'en vas au champ. À 4 h du matin, tu te lèves, tu t'en vas au champ. Tu prends la même machette, tu t'en vas au champ. Tu restes au champ là-bas, tu commences à travailler. Il va arriver un certain moment, tu vas voir des gens qui vont venir te dire que ta maman est en train de mourir, il faut venir au village, il faut venir, tout ça là. Tu vas voir les gens même qui ne sont jamais allés dans ton champ, qui vont venir t'appeler. Tu vas voir des gens, même toi-même tu serais étonné. Les gens vont venir, souvent 2, souvent 3, souvent 4, souvent même 10 même, tu vas venir, que de venir. Il ne faut pas venir au village. Tu restes là-bas jusqu'à ce que le soleil disparaît. Quand le soleil va disparaître là, tu vas essayer de couper quelque chose sans que tu saches. Machette là, tu as vu, de toute façon tu as pris pour couper le bœuf là, ça va venir couper dans ta cuisse. Mais il ne faut pas paniquer, ça va te couper, tu vas voir que sang va jaillir. Voilà une feuille. Je vais te donner le nom du feuille. Tu prends feuille là, tu écrases. Tu mets ça dans la plaie où la machette va piquer. Quand tu mets ça dans la plaie, tu prends quelque chose, tu attaches. Et puis, quand tu vois que
le soleil est parti. C'est-à-dire que tu attends jusqu'à même le temps n'est qu'à être noir avant de quitter au champ pour venir. Donc maintenant, tu fais ça comme ça. Et quand tu vas arriver ici, tu vas voir ce qui va se passer. Donc c'est comme ça, le petit a dit que papa, j'ai compris. Il dit, il ne faut pas oublier, il faut faire ce qu'il dit là. Donc c'est comme ça, le petit, la nuit est arrivée, il allait se coucher. Effectivement, ce que le vieux lui a dit, il a suivi textuellement ce qu'il lui a dit. Et c'est comme ça, il a fait. Lui-même, il était au champ. Les gens même que il ne connaît pas, les gens aussi qu'il respecte, les gens même qui ne s'attendaient pas à eux, venaient à chaque fois lui dire que ta maman est gravement malade, ta maman, tu dois venir. Il dit, si tu viens, que tu les écoutes, tu viens, tu meurs, il n'y a rien. Mais si tu ne viens pas jusqu'à le soleil tombe, tu vas venir trouver que ta maman est morte à ta place. Donc c'est comme ça, le petit est resté dans le champ jusqu'à ce que le soleil disparaît. Quand le soleil a disparu, maintenant il est rentré, il voit que les gens sont remplis dans les cours. Il les a même pas salués, il est rentré dans la maison. Il a vu que sa maman est morte. Et puis il a fait ce qu'il veut, il s'est lavé et puis il est sorti, il allait s'asseoir dehors. Comme ça. Le lendemain, en même temps, le vieux même qui lui a dit ce genre de trucs, le vieux est mort. Quand le vieux est mort, sa maman était encore là et on ne l'avait pas encore enterré. Le vieux est mort, une autre personne encore est mort. Parce que le vieux savait que ce secret-là, de toute façon, il a fait sortir ce secret-là. Lui, il ne peut pas vivre. Donc, si la vieille la meurt, lui, il va mourir. Et aussi quelqu'un d'autre aussi, ils vont mourir. Et c'est comme ça. Et tous sont morts. Et c'est là maintenant les frères et sœurs du monsieur, du jeune homme voulaient venir. Le jeune homme leur a dit qu'il ne venez pas. Ne venez pas, il va m'arranger pour enterrer notre maman. Ne venez pas parce qu'il va venir vous trouver là-bas où vous êtes. Et puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui allait et comment moi-même je suis en vie. Comment j'ai eu blessure ça là, comment tout s'est passé. Et c'est comme ça. Ils ont vu le jeune homme a dit ça publiquement avant de voyager. Quand il a dit ça publiquement, tout le village était paniqué. Et c'est comme ça, les sorciers ont commencé à mourir. Certains ont quitté le village. Et c'est comme ça aussi, les gens ont commencé à avoir un peu de paix dans le village. Donc ça, c'est la fin de l'histoire. Donc souvent, quand vous voyez certains vieux dans votre environnement, quand ils font certains trucs, observez les. Excusez-moi que l'anglais soit un peu. Regardez-les et essayez de les observer un peu. Essayez de les étudier pour que vous preniez aussi des leçons. Parce que les choses là, j'ai beaucoup d'histoires sur moi-même et puis des choses que j'ai vécues. Je vais encore revenir. Partagez, aimez, abonnez-vous pour que nous tous nous puissions connaître la vérité dans le monde. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Que Dieu nous aide. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Voilà, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée au Congo-Brazzaville. Voilà, il s'agit d'une jeune fille qui était malienne congolaise. C'était une jeune fille vraiment très belle et tout. Elle avait l'habitude que des gros poissons s'intéressaient à elle, donc elle faisait la vie. Elle faisait la vie en complicité avec sa maman. Donc voilà. Un jour, elle sort de chez elle, elle sort de la ruelle. Elle voit une grosse cylindrée qui gare. Elle, dans sa tête, elle s'est dit, bon, comme moi j'ai l'habitude que ce sont ce genre de véhicules qui s'arrêtent, donc c'est sûr que le monsieur, c'est moi qui l'attends. Il a dû me faire signe. Maintenant, la petite, elle va, elle reste là.
Le monsieur n'ouvre pas. Le monsieur était au téléphone. Le monsieur ne l'avait pas appelé. Je signale bien. Le monsieur ne l'avait pas appelé. Le monsieur avait garé pour passer un coup de fil. La fille vient, elle se met là debout. Les vitres étaient fumées. Le monsieur la voit, il se dit, bon, peut-être elle attend un taxi ou quoi. Mais elle est restée là. Le monsieur, il parle au téléphone, il parle. Il raccroche, il baisse la vitre, il dit, mais c'est quoi? Tu as besoin de quelque chose? La fille dit, non, mais c'est toi qui m'as appelé. Il dit, non, mais moi, je t'ai pas appelé. Il dit, arrête, fais semblant. Tu fais semblant, pourquoi c'est toi qui m'as appelé? Sinon, je ne me serais pas arrêté. Le monsieur dit, non, je ne vous ai pas appelé, j'étais au téléphone. La fille insiste. Le monsieur dit, ok, d'accord, rentre. Il rentre dans la voiture. Et il commence à parler toute la journée. Il a roulé toute la ville de Brazzaville avec la petite. Depuis, il a pris la petite vers les 13 heures. Donc, ils ont roulé toute la journée. Vers 17 heures, il dit à la petite, tu as besoin de combien? Tu as besoin de quoi pour faire quelque chose? Elle dit, elle a besoin de 3 millions. Le monsieur dit, ok, d'accord, si c'est 3 millions, c'est pas un souci. Je vais te donner les 3 millions. Mais là, tu m'as fait passer toute la journée avec toi. C'est toi, en fait, il dit à la fille, c'est toi qui m'as pris en otage. Parce que moi, j'avais pas ton programme, mais c'est toi qui m'as pris en otage. J'espère que les gens comprennent. C'est toi qui es venu vers moi. Et tu as passé la journée avec moi. Maintenant, tu me donnes quoi? La fille dit, mais tu veux que je te donne quoi? Non, je m'ai dit que tu avais un projet, tu veux 3 millions. Il n'y a pas de souci, je vais te donner les 3 millions. Ok. Bon, allons, accompagne-moi dans mon bureau. Le monsieur, il travaillait à l'hôpital. C'était un docteur. Le monsieur vient, il gare à l'hôpital. Il laisse la fille dans la voiture. La fille reste dans la voiture, elle reste. Le monsieur descend, il s'en va. J'arrive, d'accord. Il va voir ses gars de la morgue. Il dit aux gars, regardez, voilà, il y a une petite dans la voiture. Et vous allez aller la chercher, mais attendez d'abord. Il avait bloqué le véhicule, au fait. Il avait bloqué le véhicule, il a juste laissé le moteur ouvert, la clim et tout. Donc la fille était là. Elle savait que bon, le monsieur, il est rentré, c'est pour prendre la jambe, les 3 millions de francs pour venir lui donner, pour faire son commerce. Par contre, le monsieur, lui, il allait faire ses incantations à la morgue, pour tuer la fille. Il appelle ses gars, ils font leurs incantations, ils ramènent un corps, un cadavre, ils déposent là. Après, le monsieur, il dit à un des gars, va donc chercher le sacrifice. Il va prendre la petite, il dit à la petite, non, c'est le docteur qui m'a envoyé, viens, là, il t'appelle dans son bureau. Elle se doute de rien, la pauvre. Elle descend, c'était une petite fille, hein, elle n'avait même pas encore, même pas 25 ans. Donc elle descend, et elle va dans le bureau. Et quand elle prend un couloir, vraiment un long couloir, elle marche jusqu'au coin, elle entre au bureau. Elle trouve le monsieur. Le monsieur dit, tu as besoin de 3 millions, n'est-ce pas? Elle dit, oui, j'ai besoin de 3 millions pour lancer. Faisons attention avec les montants qu'on demande aux homicides. Sérieusement. Quand toi-même, tu sais que si on te demande 10 000, là, tu ne peux pas donner. Ce n'est pas 3 millions, il faut demander à quelqu'un. Tu ne connais pas la personne, ni d'Adam, ni d'Ève. Tu lui demandes 3 millions. Le monsieur dit, ok, regarde. Voilà le monsieur qui est couché là. Tu fais l'amour avec lui, tu auras tes 3 millions. La fille commence panique générale, c'est-à-dire là, elle commence à pleurer. Elle pleure, non, excuse-moi, pardon. Le monsieur dit, oh, mais toi tu pleures pourquoi? Que tu pleures pas, tu vas faire ce que je t'ai demandé. Tu m'as demandé 3 millions, tu me connais? Oh non, vraiment, excuse-moi papa, vraiment, elle plus jamais. Et il dit, il n'y a pas de plus jamais, oh, comment, tu dois coucher avec lui. C'est lui qui va te donner les 3 millions. 3 millions, c'est pas moi qui vais te donner ça, c'est lui. Le médecin, il est là, il sort pas. Hein. La fille commence à pleurer. Il dit, déshabille-toi. Déshabille-toi. Ici, même si tu cries pendant des années, personne ne va t'entendre. Donc, déshabille-toi seulement. Déshabille-toi.
La fille, elle se déshabille. Elle n'a pas le choix. Ils sont seulement là deux. Elle se déshabille et tout. Et elle a couché avec... Quand elle s'est déshabillée, le docteur est sorti. Elle a couché avec le cadavre. Donc, ils sont arrivés à l'hôpital vers 19h. Elle a couché avec le cadavre jusqu'à 3h du matin. Ah! Jusqu'à 3h du matin. Donc, elle dit que le cadavre, là, vraiment, c'était compliqué avec lui. C'était vraiment compliqué. Donc, le cadavre, là, malaxé de tous les sens. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Le matin, quand elle a fini comme ça, on est venu. Le docteur, il était déjà parti. Ce sont ces gars qui sont restés là. Quand ils sont venus ouvrir la porte, il fait 4h30. Elle a sorti, elle m'a sort. Elle est sortie, elle s'est habillée. On a dit, bah, regarde, voilà ton argent. 3 millions, ma va. Elle a commencé à pleurer. Le corps faisait mal. Les fesses avaient gonflé. Donc, vraiment bizarre. Elle arrive chez elle, elle explique donc. Elle explique à sa maman, oh non maman, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment, regarde. La maman dit, ma laisse, arrête de pleurer, alors on va voir tel marabout. Elle est allée avec sa maman. Sa maman dit, le marabout dit non, là, c'est déjà compliqué parce que quelqu'un qui a déjà couché avec des cadavres, vraiment, on ne peut plus rien faire. Donc rentre seulement, tu vas attendre ton jour. C'est comme ça. Parce que c'est toi qui es allé vers le monsieur. C'est toi qui lui as demandé l'argent. Le monsieur ne t'a pas interpellé. C'est toi-même qui es allé. C'est toi qui allais te sacrifier. Donc toi-même, tu t'es levé chez toi. Tu allais te sacrifier. Donc là, je ne peux plus rien faire. Parce que c'est toi qui es allé vers le monsieur. Et c'est toi qui as demandé 3 millions. Non, il t'a donné les 3 millions. C'est comme ça que la petite, elle est rentrée et elle est morte. Elle est morte. Les 3 millions ont servi à faire son deuil. Donc voilà un peu ce qui s'était passé. Donc, faisons très attention avec généralement les sommes qu'on demande aux gens. Sois sûr aussi que la somme là, si on te demande ça, tu pourras donner à quelqu'un. Alors, il faut faire attention parce qu'on a vu une grosse voiture, tu cours, tu te dis que non, là, tu as eu ton bonheur. Vraiment, là, ta vie va changer. Mais après, c'est pas ça. La pauvre, elle est morte du jeûne et tout. Fraîche. Vraiment, elle est partie comme ça. Donc, faisons très attention avec les rencontres que nous faisons là dehors. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Donc voilà, c'était ma petite histoire. À plus tard. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Moi, je m'appelle Hortense. Je suis originaire du Cameroun. Mais je suis pas au Cameroun, je vais pas donner où je vis mais actuellement. Bon, DMG, j'ai une histoire venant de ma petite église où moi je partais, une église catholique au Cameroun. Vous savez, dans des églises catholiques, nous avons beaucoup d'associations. Des associations qui ont trait avec l'église. Bon, DMG, la morale de l'histoire, je n'ai pas encore raconté l'histoire, mais je voudrais attirer l'attention des gens qui vont à l'église. Quand tu vas à l'église, ne regarde pas ce que d'autres gens font. Quand tu vas à l'église, c'est ta relation personnelle que tu as avec le Seigneur, que tu vas améliorer, que tu vas approfondir de jour en jour à l'église. Bon, cette histoire s'est passée comme je le disais, au Cameroun, dans une église du côté du sud, une église catholique. Une dame, une maman, originaire de Tchang. Tchang qui est un pays Bamileke au Cameroun. Cette dame était tellement active à l'église qu'elle était dans une communauté de l'église, une association, que je ne vais pas citer le nom ici. Tellement active, vous voyez les femmes qui viennent, elles servent l'Éternel, elles sont dévouées, tout ça.
Mais pour d'autres, c'est du film, hein? Pour d'autres, c'est vraiment du film. Elles sont là pour faire du mal. Elles sont là pour faire tout ce qui est mauvais. Elles sont là, je ne sais pas, pour demander la force à Dieu, pour demander la force à l'Éternel, pour combattre ses sœurs en Christ, pour combattre les frères, pour combattre les fidèles. Je vous assure, quand tu vas à l'église, va juste prier ton Dieu et tu rentres chez toi. Tout le reste là, tu n'as que guerre, tu n'as que de cela. Parce que vraiment, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine du tout. Cette femme a fait des ravages à l'église. Elle a fait des ravages. Elle a été souffrante pendant 1 an. C'est 1 an. Parce qu'une fois, elle va voir le prêtre pour expliquer son cas. Le prêtre lui dit, confesse-toi. Vous savez, les prêtres, ils ont l'onction, ils ont la voyance, ils ont tout. Ce n'est pas tous les prêtres qui sont mauvais, hein. Il y a d'autres qui ont reçu cette onction-là et puis ils maintiennent ce vœu qu'ils ont fait avec l'Éternel là. Bien que ça soit pénible avec le monde que nous vivons aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont encore vrais. C'est sûr que le prêtre ayant vu tous les méfaits de sa vie, toute l'obscurité qui est dans sa vie, il a demandé qu'elle vienne se confesser. Qu'elle se confesse. Non seulement qu'elle se confesse, et qu'elle se confesse auprès des prêtres, et qu'elle se confesse auprès de toutes les familles, tous ceux qu'elle a fait du mal. La dame a refusé de se confesser. Elle a refusé carrément. Après ces 1 an de maladie, quand la mort a commencé je ne sais pas comment dire ça, la mort était déjà à la porte de sa vie. Elle a vu que là, elle ne pouvait plus garder. Elle a appelé telle personne et dit, voilà, ce qui t'est arrivé, si tu as perdu ton mari, c'était moi. Telle femme qui est morte à l'église, c'était moi. Donc elle appelait dans chaque famille où elle a fait du mal. Dans chaque famille, elle appelait, elle disait, pardon, comme vous voyez, telle personne, c'est moi qui ai fait du mal, telle autre, c'est moi, telle autre, c'est moi. Elle a appelé, elle a commencé à confesser. Elle a commencé à confesser et puis elle est décédée. Mais là où ça m'a fait mal, c'est qu'il y avait une dame tellement gentille, une veuve, qui préparait pour les prêtres. Cette femme, tout le temps, quand tu allais au presbytère, tu voulais solliciter un rendez-vous avec un prêtre, mais cette dame était toujours là, comme si, vous savez, tous ceux qui vont voir les prêtres, c'est toujours des gens qui ont des problèmes. Elle était d'abord là pour te reconforter et tout. Cette femme a dit, même la mort de cette dame-là, ça venait de moi. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai appris ça. Ça m'a fait tellement de mal. Ça m'a fait, je sais pas, j'ai pas pu supporter. Et comment des gens qui sont actifs à l'église, qui prennent la communion tous les jours, sont ces mêmes personnes qui font du mal. Vraiment, le Seigneur, lui, il est présent. Hein. Comme je disais tantôt dans mes histoires précédentes, je ne sais pas, DMG, si tu as publié, parce que vraiment, je suis tellement occupée que il y a des fois, je n'arrive pas à suivre. Il y a des fois, je ne te suis plus. Je ne te suis pas. Pardonnez-moi. Donc, cette dame-là, je vous dis, son deuil était comme le deuil d'une poule qu'on a égorgée. Plus personne, tout le monde avait peur d'y aller. Tout le monde avait peur d'y aller. Personne n'y allait. En tout cas, ce sont que les membres de sa famille vraiment qui ont assisté à ce deuil-là. Quand vous allez, beaucoup vont à l'église demander la force au Seigneur pour faire du mal. Mais cette force-là, il vous la donne. Hein? Il vous la donne. Que ce soit pour le bien, que ce soit pour le mal, il vous la donne. Mais le plus dur, c'est quand il faudra payer cela. C'est quand il faudra payer. Toutes les familles qu'elle a mis dans la peine, tous les gens qu'elle a fait souffrir à cause de la perte d'un membre de la famille. Mais non, il dit, cette femme était en train de manger sa chair vivante. Elle mangeait sa peau tellement la peine, la souffrance était de taille grandiose, comme on dit là. Elle a commencé à confesser. Je dis, elle appelait
chaque famille où elle a fait du mal pour confesser ce qu'elle a fait. N'en doutez jamais que tout ce que tu fais de bien dans ce monde, tôt ou tard, le Seigneur trouve un moyen de te le rendre. Mais tout ce que tu fais de mauvais, c'est pareil, hein? Tu peux pas s'aimer une graine d'arachide, tu espères récolter du haricot. Si tu as planté de l'arachide, tu l'as semé, sois sûr que tu vas récolter la même graine d'arachide que tu as semée. Donc vraiment, mes frères, mes sœurs, moi qui vous parle, j'ai tellement enduré dans cette vie que j'ai tellement enduré. Et je continue d'endurer. Dans mon travail, mon lieu de service, tout. Dans ma famille, la famille de mon papa, c'est grave. Mais comme je disais toujours, l'Éternel est vivant. Et il me montre tous les jours qu'il est là. Il est là pour nous. Il me montre tous les jours. Je vois les miracles dans ma vie. Tous les jours que Dieu fait. Déjà ma vie même est un miracle. Déjà ma vie est un miracle. Parce que le combat que j'ai mené avec la famille de mon papa, si ce n'était pas la main de l'Éternel, l'onction de Dieu sur moi, il y a longtemps on m'aurait enterré. Il y a longtemps on m'aurait pleuré et oublié. Mais je vous dis, tout le monde commet des erreurs. Tout le monde, il n'y a que le Seigneur qui était parfait. Tout le monde commet des erreurs en tant comme tout le monde est appelé à faire des erreurs. Mais vraiment, en faisant des erreurs, vraiment, trouvons la grâce de demander pardon à Dieu. Et des erreurs parfois que nous faisons inconsciemment. Pas les erreurs que tu fais, tu sais que ça c'est une erreur, tu sais que tu es en train de faire du tort à quelqu'un, mais tu continues dans ce tort-là. Ah mon ami, sois sûr que tu vas le payer. C'est plus tes enfants qui vont payer, hein. Toi-même, tu vas le payer. En amont ou en aval, tu vas le payer. Parce qu'avant, on faisait des fautes et puis ce sont les enfants qui payaient. Mais non, là, non. Dans chaque prière que vous faites, commencez par couper les liens. Vous commencez par couper les liens. Vous commencez par couper les liens. Tous les liens de vos familles, vous commencez par les couper dans votre vie. Que le lien, que les obscurités, les méfaits que ta maman a fait dans sa vie, que ça impacte dans ta vie ou celle de tes enfants. Commencez par couper. Coupez tous ces liens-là. Ta vie est telle que Dieu l'a voulu. Et si tu continues dans le chemin qui te montre tous les jours, à travers la Bible, à travers beaucoup de messages. Les messages ne sont pas seulement à travers la Bible. Les messages, c'est à travers notre quotidien de chaque jour. Aimer son prochain. Mais si vous ne pouvez pas le faire, vous partez vous cacher à l'église pour faire du mal aux gens, mais mes amis, soyez sûrs que vous allez les payer. Vraiment, je suis venue exhorter tous ces gens qui suivent DMG de par le monde. Moi, je suis un peu loin de mon pays, du Cameroun, mais j'ai été émerveillée par cette émission. Parce que tous les jours, quand j'ai l'opportunité de suivre, j'en apprends de nouvelles choses. Et j'espère qu'à travers ce message que je viens passer aujourd'hui, beaucoup prendront conscience. Ne faites pas le mal, mes amis. Le mal ne profite à personne. Tu as fait du tort à ton frère, demande pardon. Le pardon, certes, c'est difficile, mais trouve la force, demande la force à l'Éternel de demander pardon quand tu as offensé quelqu'un. Vous ne connaissez pas comment les anges dansent dans le ciel. Quand une personne reconnaît son erreur et trouve la force de demander, parce que ce n'est pas facile de demander pardon, hein. Cette dame a tellement fait de mal. Elle a eu seulement quelques 2 jours pour se confesser et mourir. Parce que Dieu ne voulait pas qu'elle meure avec ça, il fallait qu'elle parle. Mais cette famille-là, vous pensez qu'ils lui ont pardonné? C'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, surtout ôter la vie à un être cher, ôter la vie à un être que tu chérissais. C'est pas facile du tout. Mais je vous jure, trouvez la force dans vos cœurs. La haine ne profite à personne. Quand tu gardes la haine pour quelqu'un, non seulement toi tu t'emprisonnes, et cette personne également. Trouvez la force de libérer vos cœurs. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir la grâce. La grâce dans toutes les choses que vous ferez. La grâce dans tout ce que vous ferez.
Moi, je vous dis, je prends toujours l'exemple sur moi. Moi, je suis une preuve palpable du miracle de Dieu. J'ai été tellement persécutée, je ne peux pas vous dire. Je dis j'ai été comme si c'est fini, c'est pas fini du tout. Mais je rends grâce parce que peu importe ce que l'homme ferait maintenant, j'ai le Seigneur de mon côté. Merci DMG, merci à toute la communauté. J'espère que je n'ai pas été long. J'espère également DMG que tu vas partager mon histoire. Merci. Bonne journée ou bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Commentez, likez, partagez. Donc, écoutez la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la team DMG, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, voilà, ça dépend de là où vous vous trouvez. Alors moi je viens vous conter une histoire qui s'est passée dans un pays de l'Afrique centrale, qui est donc mon pays. Je vais me prénommer Georges, et donc l'acteur principal de cette histoire est donc un cousin, un défunt cousin à moi. Lui, je vais l'appeler, allez, on va dire Alain. Donc Alain, c'est un garçon qui vit dans la maison familiale, qui est déjà grand, parce que quand il meurt, il avait déjà, allez, on va dire, il avait déjà plus de 35 ans, déjà. Mais les choses ne marchaient pas pour lui, donc il était encore chez les parents. Il a essayé des tas de choses, mais bon, des fois ça accrochait, des fois ça n'accrochait pas, jusqu'à ce qu'il a décidé de se chercher autrement, c'est-à-dire de devenir un courtier dans l'immobilier. Donc on les appelle ici les démarcheurs, voilà. Il a commencé à chercher il s'est mis avec donc, des gens qui étaient déjà dans ça. Il a commencé à chercher des parcelles à vendre, il cherchait à placer des maisons en location, ce qui ne marchait pas fort pour lui. Ça n'a pas vraiment marché fort pour lui, hein, jusqu'à ce qu'il se décide de voir du côté de son père, puisque son père était déjà un membre d'une secte. Donc, il a voulu le faire de manière on va dire, peu recommandée, parce que c'était au départ, il a voulu faire sans l'aval de son père. Il est rentré de façon inappropriée dans la chambre de son père, puisque sachant que son père était un pratiquant, et donc forcément dans sa chambre, il trouverait des choses. Il est rentré dans la chambre de son père. Pas de veine pour lui. Ce jour-là, il a trouvé son père dans un cercueil, dans la chambre de son père. Ayant découvert le secret, le père lui a dit, bah écoute, tu viens chercher quoi, Alain? Non, mais papa, tu sais, moi, je me suis lancé dans le courtage immobilier, mais ça ne marche pas pour moi. Les autres, ils vendent, ils touchent des millions, mais moi, c'est pas la joie. Et qu'est-ce que tu veux? Non, mais je veux que ça marche pour moi. Je veux que toi qui t'y connais dans tout ce qui est mystique, que tu me donnes un coup de pouce. Bon, d'accord, mais tu ne fais pas sans ma permission. Tu n'entres pas dans la chambre pour vouloir chercher quoi que ce soit comme ça, sans que tu m'aies demandé, sans que tu m'aies parlé, et puis voilà, sans que j'ai été accordé la bénédiction qu'il faut. Ok, bon, d'accord, vas-y, mon fils, je te donne ce qu'il faut. Je ne sais pas ce qui s'est fait comme rituel. Et donc, le cousin est reparti dans sa vente et il a fait un gros coup. Il a fait un très gros coup. Je crois qu'il avait touché 6 millions sur ce coup, quelque chose comme ça. Il a donc acheté un véhicule d'occasion qu'il avait mis dans la circulation comme taxi. Et il a acheté une moto pour lui. Et ça a commencé à tourner, mais bon, il était devenu, comme on dit, hein, dans mon pays, quand on devient fort comme ça financièrement, on est appelé le Gabonais, faisant allusion à nos voisins du Gabon, qui
Soi-disant, je ne confirme pas, mais j'ai entendu les gens dire, et même ceux qui venaient du Gabon, et même eux-mêmes les Gabonais, c'est que quand ils ont touché, c'est sans manquer de respect aux Gabonais, hein, je n'affirme pas, mais ils deviennent des patrons. Ils disparaissent, et boissons, nourriture, femmes, c'est la joie. Et donc il était devenu Gabonais. Il a flambé son argent, il n'avait plus rien. Et un jour, jusqu'à revendre la voiture, je crois. Et il essaie encore de rentrer, de rentrer dans la chambre de son père, toujours par la même pratique, c'est-à-dire sans le consentement de son père. Excusez-moi. Et donc là, pour la deuxième fois, le père dit, ah non, non, tu as pris goût, mais moi, je t'avais accordé, ma bénédiction, ça a marché, tu as fait tout et n'importe quoi, et aujourd'hui tu reviens, non, ça ne marche pas comme ça. Après, nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé entre le père et le fils, qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire, mais le cousin, donc Alain, a continué de faire son business, qui ne marchait en dents de scie, on va dire, jusqu'à ce que ce dernier tombe malade. Il est tombé malade, finalement, pour faire court, il est mort. Ça a été un choc pour nous tous, amis, parents, voilà. Et donc après, les gens savaient déjà qui était ce monsieur, hein. Il était même un tout petit peu dans le monde de la politique, il était sympathisant et même très influent d'un parti politique du pays. Mais il y avait déjà une rumeur qui courait dans le sens où oui, qu'il était quand même bizarre, il était quand même un petit sorcier, un pratiquant, tout ça. Et donc, le jour de la mise à terre est arrivé. Il y a eu un refus de la part du père d'emmener la dépouille du défunt à l'église. Le tout s'est fait au domicile de la famille. Et chose curieuse et bizarre, à l'approche de l'heure de départ pour le cimetière, il a vidé tout le monde de la maison, parce que la dépouille était exposée dans le grand salon. Il a demandé à tout le monde, mais vraiment à tout le monde, de vider le salon. Il y avait un grand monde, c'était une très grande parcelle, il y avait un grand monde dans la parcelle et dans le salon. Il a demandé à tout le monde de sortir. C'est comme ça qu'il a sorti tout le monde. Et il a fait fermer les rideaux, plutôt les fenêtres. Tout ce qui était ouverture, il est resté seul avec ma tante, qui est donc sa femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé comme rituel, comme cérémonie, mais en temps normal, c'est pas comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que le corbillard soit arrivé pour la mise en terre, pour l'emmener au cimetière. Et voilà comment nous avons donc perdu ce cousin. Et moi, l'histoire, je vais la titrer, après c'est à vous de voir, DMG, gourmandise débordante, sinon il meurt pour gourmandise. Il a voulu trop gagner, et je pense, et comme beaucoup de gens, il a été sacrifié par son propre père. Voilà ce que j'avais à vous conter de manière brève, l'histoire de mon feu cousin, qui aujourd'hui aurait le même âge que moi, serait dans la cinquantaine, mais nous l'avons hélas perdu dans des circonstances mystiques, donc de sacrifice. Et voilà, donc nous jeunes, faisons très attention de chercher à vouloir trop avoir les choses de ce monde, des choses éphémères, vite fait.
et d'accepter les nécessaires sacrifices pour ces choses qui ne sont rien d'autre que passagères, puisque même nous-mêmes, nous laisserons ça sur cette terre. Cherchons plutôt Christ, en vérité, lui qui nous protège et qui nous sauve et qui va continuer d'être avec nous même après notre disparition. Voilà, je dis au revoir à la team d'AMG et à DMG. Merci encore pour tout ce que tu fais. Et à ceux qui écoutent les histoires de DMG, likez, partagez et commentez. Merci, au revoir la team. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se reprend demain. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comme ça, on va toujours être à la page. Voilà, merci de laisser vos histoires au numéro WhatsApp plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Passez une bonne journée et on se prend demain.